Salut les sorciers, on est heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Science en question. Salut Marine, salut Lorraine. Hello Jean. Si je vous dis E10, E5, B7, B10, E85, vous voyez de quoi je veux parler? Eh ben non, ça n'a rien à voir avec une bataille navale, c'est le petit nom donné à certains carburants disponibles à la pompe. Et figurez-vous qu'ils contiennent une part plus ou moins importante de biocarburants. Et oui, l'essence ou le gazole que vous mettez dans le réservoir de votre voiture est parfois mélangé à des biocarburants. Nos invités du jour travaillent sur des biocarburants de deuxième génération produits à partir de résidus agricoles ou forestiers. Mais quelle est la différence entre les biocarburants de première et de deuxième génération? Comment sont-ils conçus et quel est l'impact de leur fabrication sur l'environnement? Nous recevrons deux spécialistes du domaine pour en parler. Dans la deuxième partie de l'émission, on verra aussi comment optimiser les procédés de fabrication et réduire les coûts de ces biocarburants. Eh bien c'est parti, en route pour faire le plein de découvertes. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, nous avons le plaisir de recevoir notre premier invité. Bonjour Jean-Philippe Hérault. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Alors, vous êtes en charge de la stratégie des projets sur les biocarburants et les carburants bas carbone AIFP Énergie Nouvelle. Alors, quand on parle de biocarburants, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne fait pas du tout référence à l'agriculture biologique. Pourquoi on parle de biocarburants? Absolument pas, effectivement, c'est pas du tout en référence à l'agriculture biologique. On parle de biocarburants pour biomasse, en fait, parce qu'on va produire ces biocarburants à partir de biomasse. Et donc, contrairement à la partie fossile, on va utiliser plutôt des ressources d'origine agricole et sylvicole pour produire ces carburants. Et par rapport à des carburants classiques, traditionnels, quel est l'objectif des biocarburants? De réduire les émissions de gaz à effet de serre et notamment un bénéfice environnemental avec la réduction, donc du coup un gain sur le CO2. Alors, on va découvrir un peu plus précisément ce que sont les biocarburants. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs générations de biocarburants. Il y a une première génération, une deuxième génération. Qu'est-ce qui change entre les deux? Le type de ressources qu'on utilise, sur les carburants de première génération, on va utiliser des ressources qui sont en compétition avec l'alimentation humaine et animale, alors que les carburants de deuxième génération vont utiliser des résidus ou des déchets de l'agriculture ou de l'industrie sylvicole. Et donc, du coup, là, on n'est plus du tout en compétition avec ce type de produit. Quand vous dites en compétition, ça veut dire qu'avant, on faisait donc pousser des cultures exprès pour le biocarburant donc de première génération? Alors, exprès, non. On avait une partie des cultures qui étaient effectivement développées pour ce type de produit-là, où c'était aussi des produits qui pouvaient être utilisés pour l'alimentation. Donc, voilà, on est sur l'industrie de maïs, la betterave, le blé, qui sont avoir une utilisation alimentaire ou une utilisation carburant. Donc effectivement, on peut se retrouver avec les deux en compétition. Les biocarburants, ils sont déjà utilisés à la pompe aujourd'hui, quand on va se servir pour faire un plein, par exemple. Exactement. Vous voyez bien sur les différentes pompes, c'est marqué B7, E5, E10, E85, et donc c'est fait référence aux carburants de première génération. Et donc la teneur finalement en biocarburant que vous avez dans les différents produits que vous allez vont être utilisés pour remplir votre réservoir. AIFP Énergie Nouvelle, vous travaillez davantage sur la première ou la deuxième génération? Alors on a travaillé sur la première génération dans les années 80 pour développer les filières, accompagner le développement de ces filières-là. Maintenant, on travaille effectivement plutôt sur les procédés d'avenir et sur les nouveaux carburants. Donc on est sur vraiment les innovations sur les carburants de deuxième génération, des carburants avancés également. Et quelle est la feuille de route en France concernant le développement de ces biocarburants? Alors sur les carburants, au niveau de la France, on utilise, on est quand même au niveau de l'Europe aussi, une directive européenne sur les énergies renouvelables qui s'appelle RED 3 dans notre jargon technique, et donc qui impose ou qui va mettre des limitations en termes d'utilisation de ces carburants-là. Alors sur les carburants de première génération, on va avoir un maximum d'utilisation. Donc aujourd'hui, on doit en mettre au maximum, on ne peut pas en mettre plus qu'environ en France 8-9% de ce qu'on trouve dans le carburant à la pompe. Et par contre, mélange, oui, en mélange, effectivement. Et pour les carburants de deuxième génération, les carburants avancés, on va avoir des seuils de minimum d'incorporation, justement pour avoir développé la filière et rendre les carburants à la pompe avec un bénéfice environnemental plus important. Si on met des limitations maximum aux carburants de première génération, c'est justement pour limiter leur développement et favoriser cette deuxième génération? Exactement, c'est pour limiter la compétition avec l'alimentation humaine animale et dire que les céréales qu'on produit ou les ressources que l'on produit, on les dirige quand même plutôt à l'alimentation humaine. C'est quand même,
Et donc, on ne peut pas en mettre plus. Et comme il faut favoriser l'essor des biocarburants de deuxième génération, c'est là où si on met une incitation pour pouvoir en produire un minimum et en incorporer un minimum, du coup, c'est important. Et donc, ça favorise en fait ce déploiement de ces nouvelles filières. Alors dans cette émission, on aime bien tester les connaissances du public. On est allé dans la rue pour les questionner sur un mot mystère. On a choisi lignocellulose. Écoutez leurs réponses. Ah, pas du tout, je connais pas le mot lignocellulose. Non, je pourrais pas vous dire. Ça vous évoque Non, non. C'est la régénération des cellules? Ça fait référence à la cellulose qui est donc ce qui est vert, la salade. Rien du tout. Cellulose, le papier, mais sinon, voilà. Lignocellulose, non, je le connais pas, mais alors attendez, ligno, je dirais que c'est le bois, non? Non, si un truc comme ça, et cellulose, ose, le sucre, voilà, je dirais un truc comme ça. Alors cellulose, quelque chose de nature, enfin quelque chose de naturel, cellulose. C'est un des constituants principaux des plantes, c'est ce qui fait la structure de la plante. Alors Jean-Philippe, une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre? Très intéressant parce que je ne m'attendais pas du tout à ce type de réaction. Effectivement, nous on utilise ce terme tous les jours, donc dans notre jargon technique, c'est facile à voir. Et effectivement, je vois qu'il y a quand même une communication à faire avec le grand public pour expliquer ce que c'est que la lignocellulose. Et je pense qu'on va participer à cette. On compte sur vous. À ce rôle-là. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle la lignocellulose? Et voilà, donc il y avait déjà des termes qui n'étaient pas loin. On a entendu bois, donc effectivement, on retrouve la lignocellulose dans le bois, mais évidemment dans d'autres résidus. Donc l'inocellulose, c'est de la lignine. Quelque part, c'est le squelette de la plante, de l'arbre. C'est ce qui rend rigide. C'est ce qui rend rigide. C'est les fibres, on va dire, des fibres comme ça, et qui est accompagné de cellulose et hémicellulose, qui sont des structures chimiques assez complexes sur lesquelles on va retrouver des sucres. Donc c'est ce qui va nous permettre de développer. C'est ça qui est intéressant pour fabriquer après des biocarburants? Pour un certain type de carburant comme l'éthanol, justement, on va aller chercher ces composés-là pour les transformer en sucre. Et alors cette lignocellulose, finalement, elle compose toutes les plantes, tous les végétaux? On en retrouve effectivement dans le bois, peuplier, le pin, on retrouve ça dans la paille de blé, la paille de colza, donc dans tous les types de végétaux que l'on a. Donc c'est une ressource qui est hyper importante et qui est... Et c'est une ressource qu'on retrouve donc, j'imagine, dans les résidus que vous utilisez pour faire des biocarburants de deuxième génération. C'est quoi ces résidus, par exemple? Quand on parle de résidus, on va parler justement de paille qui n'est pas récoltée. On va parler pour l'industrie sylvicole qui va faire du bois du bois d'œuvre. Toutes les éclaircies pour rendre l'arbre le plus droit possible. Toutes les petites branches, tous les élagages, donc on retrouve ça, les copeaux de bois. Donc on va retrouver vraiment des déchets aujourd'hui qui n'ont pas de valorisation, qui ne trouvent pas de débouchés. Cette lignocellulose, vous en servez donc pour faire des biocarburants, mais c'est aussi à partir de ça que se forme le pétrole. Donc finalement, ce que vous faites, c'est que vous reproduisez un peu ce que fait la nature sur des temps très longs. Effectivement, quand on regarde l'origine du pétrole, c'était un morceau de bois qui s'est décomposé pendant des années sous une pression qui était très élevée au niveau de la planète. Et là, nous, on accélère le processus quelque part de formation des carburants à partir de cette plante-là. Et un carburant, c'est quoi? C'est une molécule de carbone, une molécule d'hydrogène, pour revenir un peu à la chimie. Et la molécule de carbone, finalement, dans une plante, elle est réabsorbée par la plante par la photosynthèse. Donc c'est du CO2 de l'atmosphère qui est réabsorbé par la plante, et donc on réutilise ce carbone-là. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle circle vertueux un peu au niveau des biocarburants. Et on a parlé tout à l'heure de la réduction des gaz à effet de serre, parce que finalement ce CO2-là, c'était du CO2 qui a été piégé par la plante, qu'on remet à l'atmosphère, et donc on est sur quelque chose qui est cyclique. Alors évidemment, transformer ces résidus en biocarburants, ce n'est pas une mince affaire. Faisons l'état des lieux avec Lorraine. Place aux sciences en action. Alors comme pour les carburants classiques, on a du biodiesel et de la bioessence, on peut dire ça? On peut dire ça, parce qu'effectivement, on a deux types de moteurs, et donc du coup, il faut adresser des molécules chimiques différentes en fonction des deux moteurs. Donc on retrouve exactement la même chose pour les biocarburants. D'accord. Et avec cette deuxième génération, donc vous produisez du bioéthanol qu'on va pouvoir ajouter lui aussi à du carburant classique, enfin de l'essence classique? Exactement. Alors pour la molécule d'éthanol, c'est la même molécule chimique, donc on va pouvoir faire une substitution directement, ou comme on l'a vu tout à l'heure,
on va mettre les 10% d'éthanol qui sont de l'éthanol de première génération et rajouter un complément d'éthanol de deuxième génération pour augmenter finalement la teneur en biocarburant dans ce que vous trouvez à la pompe. Pour la partie gazole, ça va être un complément également au biocarburant de première génération, biodiesel de première génération. Et là, on produit directement du gazole. Enfin, c'est du vrai gazole, entre guillemets. Alors, c'est du vrai gazole, effectivement, qui a une structure chimique qui va être très très proche de la molécule, on va dire, d'origine fossile. Mais par contre, avec une voie de synthèse qui est beaucoup plus complexe au niveau du processus, parce que vous imaginez bien transformer un morceau de bois. On ne va pas pouvoir le mettre directement dans un réservoir, mais donc il faut le transformer en liquide. Donc il y a des processus chimiques et des procédés à développer pour vraiment apporter cette transformation-là de bois à un carburant. Et tout l'enjeu à IFP Énergie Nouvelle, c'est d'optimiser tous ces processus, tous ces procédés pour que ce soit plus efficace. Exactement. Donc nous, on travaille sur des technologies. Donc une technologie, c'est un procédé. Donc finalement, une gamelle, un réacteur et les catalyseurs qui vont favoriser la réaction. Et donc, on est là pour optimiser finalement ces procédés-là de façon à améliorer les rendements. Donc, c'est-à-dire à partir d'un morceau de bois, extraire le plus de possible d'essence en utilisant le moins d'énergie possible. Donc, on est vraiment sur cette il y a une balance, toujours idée de valorisation au maximum des produits avec le minimum d'énergie pour récupérer le plus d'intensité, on va dire, énergétique. Vous nous expliquerez plus en détail les procédés que vous avez mis en place tout à l'heure en deuxième partie d'émission avec votre invité coup de cœur. Sur la voie du diesel, du gazole, je crois qu'on peut faire aussi d'autres produits. J'ai vu que vous faisiez du biokérosène. Exactement. Donc c'est une voie qui passe par... en fait, on va prendre la biomasse et là, on va complètement la décomposer. On va en faire un gaz. Donc du CO, donc CO ça parle pas beaucoup pour beaucoup de gens, c'est du monoxyde de carbone. Alors on entend tous le monoxyde de carbone comme quelque chose l'hiver, parce que des fois c'est dangereux, donc voilà, mais c'est une molécule qui est active, donc pour nous c'est important, et de l'hydrogène, et donc après on va venir coller cet hydrogène à une molécule de carbone qui est le CO, et on va faire des carburants de synthèse. Donc ça c'est des voies qui ont été développées déjà il y a de nombreuses années, pas appliquées sur notre biomasse, mais donc sur la partie carburant de synthèse, et on va venir couper les molécules pour faire du gazole, pour faire du kérosène ou pour faire de l'essence. Donc aujourd'hui, les principales applications sont gazole et surtout le kérosène pour le milieu de l'aérien. Est-ce que pour le maritime aussi, ça pourrait être utilisé ? Complètement. Là, on est sur des molécules un peu plus... le maritime utilise des molécules qui ont un aspect économique. Ils ont plutôt utilisé des produits qui avaient un coût, un bas coût. Et c'était un peu, je veux dire, prendre tous les produits qui venaient au niveau de la raffinerie pour le mettre. C'est beaucoup plus facile à accepter dans un moteur maritime. Alors, ils vont peut-être pas aimer ceux qui développent des moteurs maritimes, mais la réalité, elle est quand même là. Donc, on va pouvoir adresser aussi la filière du maritime qui doit aussi se décarboner et qui a un enjeu aussi important. Si je reprends juste 2 chiffres, il y a autant de kérosène consommé dans le monde que de carburant pour le maritime. Ce qu'on n'a pas forcément en tête, mais c'est pour dire la quantité de produits. L'enjeu pour le maritime est tout aussi important à l'échelle mondiale. Ok. Si je parlais de biokérosène, c'est parce que vous êtes assez avancé sur ce sujet-là à IFP Énergie Nouvelle et vous avez même ouvert une unité de production à l'échelle industrielle. Quelle quantité vous espérez produire de biokérosène ? Alors sur ce projet-là, donc on est en phase des premières études d'ingénierie. Donc le projet s'appelle BeautyJet, qui est basé sur une technologie qui s'appelle BeautyFuel. Dont on voit l'unité de démonstration à l'écran. C'est un démonstrateur qu'on avait fait à Dunkerque, donc qui est déjà une taille pré-industrielle, qui nous a permis de dérisquer toute la technologie. On a travaillé pendant 10 ans pour arriver à quelque chose de commercial. D'accord. Et aujourd'hui, on est capable de dire notre technologie, elle fonctionne. On est capable de dire à partir d'une certaine quantité de bois combien on peut produire de carburant. Donc ça, c'est quand même aussi très important. Et aujourd'hui, cette unité BeautyJet qui va être implantée dans le sud-ouest de la France va nous permettre de produire 75 000 tonnes de kérosène. Alors, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup parce que... Par rapport à la consommation, Alors, si on regarde par rapport à la consommation française de kérosène, on en parle à peu près de 7 millions de tonnes. Donc, effectivement, c'est très petit. Presque. Par contre, quand on a parlé tout à l'heure de réglementation, la réglementation européenne va nous inciter à mettre de plus en plus de carburant, donc qu'on appelle SAF ou carburant d'aviation durable, CAD, dans les réservoirs, on va dire. Et pour 2030, ça va être 5% de la consommation totale. Est-ce qu'on pourrait... Et donc ces 5%-là, quand je reviens aux 75 000 tonnes, excusez-moi, ça fait 15% des 5% qu'on va devoir faire en quantité. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose qui est non négligeable. Voilà, il faut que la filière se déploie, il faut que les premières unités industrielles se fassent pour justement valider que les développements qui ont été faits, ils ont la réalité industrielle.
sur lequel on croit absolument, et que les autres unités s'enchaînent derrière pour produire les quantités nécessaires après. Est-ce qu'on pourrait faire voler un avion avec 100% de biokérosène? Alors aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on est soumis à des spécifications. Hein. Aujourd'hui, le monde de l'aérien, c'est un monde où la sécurité, je pense, c'est le maître mot. C'est très réglementé, oui. On entend parler tous les jours, et puis je pense qu'on n'a pas trop envie d'avoir un accident. Et donc du coup, dans le transport aérien, il y a certaines règles à respecter. Et aujourd'hui, sur ces carburants de synthèse-là, on n'autorise pas d'en mettre plus de 50% dans le réservoir. D'accord, ok. Donc il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont faits en coopération avec aussi les développeurs de moteurs de l'aérien pour monter cette barrière de 50 à 100%. Mais il faut des certifications, effectivement. Il faut les certifications, il faut valider tout le concept au niveau de l'avion, parce que le kérosène a d'autres rôles que juste la partie énergie dans l'avion. Donc il faut valider toute cette partie-là en vérifiant que l'avion ne tombe pas. Et à la pompe, peut-être pour les gens qui nous regardent, est-ce qu'ils peuvent espérer remplir le plein de leur voiture avec du biocarburant de deuxième génération bientôt Alors, il faut attendre qu'on ait ces premières unités industrielles pour pouvoir alimenter les poules. Après, l'avantage de ces carburants-là, c'est que c'est des carburants qui sont complètement compatibles avec les véhicules d'aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'avoir un moteur spécial E10, par exemple? Pas du tout. Là, vous allez pouvoir vous sourcer. Donc, c'est une façon de décarboner l'ensemble du parc automobile, finalement, avec ces carburants-là. Ouais. Aujourd'hui, il faut vraiment déployer les technologies, en mettre. Après, en proportion, il va falloir en mettre petit à petit au niveau du système. On ne va pas remplacer du jour au lendemain au niveau du parc français. Oui, non, puis en termes de quantité, voilà. Si on arrive à réduire peut-être le besoin en carburant, on pourra mécaniquement augmenter la part de biocarburant. Exactement. Après, ce qu'on peut voir et qu'on commence à voir, c'est des flottes captives. C'est-à-dire sur certaines structures, plutôt des flottes d'entreprises, qui aient leur propre système d'approvisionnement avec ce type de carburant-là. Donc, ce qui permet de décarboner déjà des flottes petit à petit. Mais vos objectifs, ce serait dans combien de temps on pourrait voir ces carburants de deuxième génération à la pompe? Les premières unités, l'unité dont on a parlé, on vise pour 2028-2030 pour avoir les premières gouttes. Donc après, il faut que ça soit mis, utilisé. Ok, très bien. La demande est là, parce que la réglementation est là. On va l'imposer au niveau des distributeurs. Et maintenant, il faut que l'offre se présente face à la demande. Donc, c'est tout le travail de déploiement de cette filière-là. Alors, pour être sûr que ce soit intéressant, ces biocarburants, et vous vous assurez de réduire suffisamment l'impact carbone par rapport à des carburants classiques. Comment est-ce que vous faites cette analyse? Comment est-ce que vous vous assurez de réduire suffisamment? Alors, quand on fait des analyses de cycle de vie, tel qu'on appelle, on regarde justement les émissions de CO2 depuis la production de la matière agricole. Alors là, on va parler de déchets et résidus, donc en général, c'est un poids qui est assez faible. Le transport de cette biomasse jusqu'à l'usine et l'utilisation de la biomasse et de l'énergie qui est utilisée au niveau du procédé industriel. Et après, l'utilisation finalement qu'on met sur un biocarburant, et comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est du CO2 qui a été capté par la plante, donc c'est du CO2 biogénique. Et donc du coup, les émissions comptent pour 0 par rapport à un carburant fossile. D'accord. Et c'est quoi les objectifs Vous avez des objectifs chiffrés de réduction? Alors la réglementation, toujours pareil, c'est toujours dirigé par la réglementation européenne qui aujourd'hui, pour qualifier de biocarburant avancé, impose une réduction de minimum 65% par rapport à la référence fossile. Donc, qui est alors je peux vous donner la valeur, c'est 94 grammes de CO2 par mégajoule. Alors ça ne parle pas à grand-chose, parce que quand on met des litres, on ne met pas des mégajoules à la pompe directement. Mais voilà, donc 65%. Quand on fait nos études, nous, on est plutôt sur 85-90%. Mais ce qui est très important dans les projets, c'est de bien prendre en compte l'entièreté du système, et pas de se baser qu'une partie. Et si je prends les 90%, la partie qui reste, on va dire, c'est une partie, c'est le transport de la biomasse vers l'usine de production. Et donc c'est là où ça va nous obliger, dans cette partie-là, à travailler avec de la biomasse locale, à limiter le rayon d'approvisionnement de cette biomasse-là pour alimenter l'usine. Ou à la transporter de façon la plus neutre en carbone possible. Ou la transporter de la façon... Le transport fluvial est un très bon exemple, par exemple. Si on arrive à avoir un système de distribution, par contre, il faut avoir l'usine qui est à côté d'un canal et tout mettre en œuvre. Donc, ce n'est pas forcément le cas de toutes les unités, mais c'est quelque chose qui est pris en compte à la conception des unités. Finalement, le plan d'approvisionnement en biomasse, l'idée n'étant de ne pas les sourcer à l'opposé de la planète. De rester cohérent. Et de ne pas forcément faire traverser de la biomasse depuis le nord de la France vers le sud de la France. C'est très important au niveau du bilan environnemental. Alors nous, on est allé voir les consommateurs pour savoir ce qu'ils pensaient des biocarburants de manière générale. Écoutez, voilà ce qu'ils nous ont répondu.
Je suis pas très renseignée, mais au vu des problèmes climatiques qui nous touchent, je pense que c'est la solution. C'est une bonne idée. Le recyclage, tout ça, toutes ces choses-là qui servent à rien, enfin, qui à la base vont dans les poubelles, qui sont recyclées, c'est une bonne idée. Non, je crois que c'est une bonne idée. Hein. Dit comme ça, s'il faut remélanger des produits pétroliers, il n'empêche qu'il faut quand même extraire une matière de base pour en faire. Je suis pas sûr que ça marche à fond. Après, bon, si on utilise du produit végétal, c'est-à-dire qu'on capte le carbone atmosphérique pour le remettre dans un biocarburant. Mais du coup, il faudrait quand même retirer toute la partie carburant pétrolier avant, quoi, pour que ça marche. Et dans tous les cas, on va le brûler, donc Oui, le CO2 capté, il va refinir dans l'atmosphère. Le biocarburant, bah oui, pour moi, c'est les futurs carburants, on va dire. On voit bien que le gouvernement veut qu'on roule de plus en plus au biocarburant. Donc oui, pour moi, c'est le futur. À mon avis, on va être obligé d'avoir une multitude de solutions et pas une solution unique. Et donc, je n'ai pas un avis arrêté parce qu'il faudrait mettre en chiffres tout ça. Mais il faut certainement développer une multitude d'alternatives aux énergies fossiles. Alors Jean-Philippe, quelqu'un disait, dans tous les cas, de toute façon, on le brûle et le CO2 refinit dans l'atmosphère. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Physiquement, c'est vrai, Oui. c'est de la combustion. Après, c'est ce qu'on a dit. Par contre, ce CO2 là était présent dans l'atmosphère, a été capté par la plante par la photosynthèse. Donc, c'est du CO2 qui a ce cercle vertueux. On ne va pas extraire quelque chose du sol pour émettre du CO2 finalement complémentaire, ce qui est aujourd'hui une bonne partie de l'origine du changement climatique et les augmentations des effets CO2 sur la température notamment. Et par rapport à ce que disait le dernier monsieur qu'on a entendu sur la multitude d'alternatives nécessaires, c'est vrai qu'on ne pourra pas se satisfaire uniquement de biocarburants. C'est exactement, enfin c'est sur quoi on croit aussi à IFP Énergie Nouvelle. On va être sur différents types de produits pour aussi potentiellement différentes applications, des secteurs qui vont pouvoir décarboner avec des biocarburants et ça sera indispensable. On a parlé tout à l'heure de l'aérien. Aujourd'hui, faire voler un avion avec de l'hydrogène pur ou avec de l'électricité sur des longues distances, c'est pas encore d'actualité. Donc on va devoir passer par des phases de biocarburants. Le maritime, avec le problème aussi au niveau du transport, c'est aussi le cas. Par contre, pour la partie véhicule terrestre, on a d'autres alternatives aujourd'hui. On va avoir cette complémentarité d'usage et cette complémentarité finalement d'apport énergétique au niveau des différents systèmes de transport. Est-ce que la première génération finira par être entièrement remplacée par cette deuxième génération de carburant ? Elle ne va pas être entièrement remplacée, à notre sens. Elle est plafonnée aujourd'hui. La première génération, elle est en compétition avec l'alimentation humaine et animale, mais elle reste avec un bénéfice environnemental important quand même. On est pas loin de entre 50 et 60% en fonction des filières et en fonction du type de biomasse. Vous voulez dire de CO2 en moins ? De CO2 en moins. Donc il y a quand même un bénéfice environnemental qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Après, les biocarburants avancés apporteront un plus à ces carburants de première génération. Il y a une chose sur laquelle on s'interroge aujourd'hui, c'est, vous avez parlé tout à l'heure de la réduction finalement des carburants globalement. Donc finalement la proportion de carburants de première génération, on parle notamment de la partie terrestre. Est-ce qu'il n'y aura pas une utilisation pour d'autres applications qui ne sont pas aujourd'hui utilisées ? Si vous mettez de l'éthanol dans les véhicules aujourd'hui, cette quantité d'éthanol-là, peut-être qu'il pourra être dirigé vers le maritime ou vers le secteur de l'aérien par transformation complémentaire. Oui. Est-ce que finalement développer les biocarburants, c'est pas aussi d'une certaine façon encourager l'utilisation des moteurs thermiques alors que le but final c'est de limiter la pollution ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet rebond ? Alors je pense pas. Aujourd'hui on est quand même sur... je pense qu'il y a une prise de conscience de tout le monde sur la partie transport. L'idée des biocarburants n'est pas de favoriser l'utilisation des véhicules, mais d'apporter une solution pour décarboner les secteurs. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas en inadéquation en tout cas. Après on a vu, faut prendre le relais sur d'autres secteurs. L'aérien, la partie maritime. Donc, et je pense aussi aux machines agricoles. Les machines agricoles, effectivement. C'est des carburants spécifiques ? On retrouve le même type de carburant pour les machines agricoles, donc on n'a pas besoin faut les adapter comme on doit adapter gazole, kérosène, mais on retrouve sur ces produits-là. Le transport poids lourd longue distance aussi peut être aussi à prendre en compte. Donc c'est tout plein de secteurs finalement. On l'a dit tout à l'heure, le monsieur l'a dit, un mix énergétique, différentes applications pour différents secteurs. Donc on le retrouvera là aussi après 2035. Okay. Bon, merci Jean-Philippe pour cette vision d'ensemble sur les biocarburants. Dans un instant, nous allons recevoir une nouvelle invitée. Elle va nous expliquer comment optimiser la fabrication des biocarburants, en particulier celle du bioéthanol 2G.
Comment le fabrique-t-on? Comment booster les étapes clés? Et où en est le développement du procédé? Notre prochaine intervenante travaille avec vous à IFP Énergie Nouvelle. Place à l'esprit d'équipe. Bonjour Caroline Aymar. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Vous êtes ingénieur procédé à IFP Énergie Nouvelle. Alors Jean-Philippe, vous travaillez davantage sur la voie biodiesel, sur le biodiesel, et vous sur le bioéthanol, mais vous travaillez régulièrement ensemble tous les deux? C'est deux voies qui utilisent les mêmes matières premières, comme on l'a dit au début de l'émission. Ouais. Et après, on fait du développement de procédés tous les deux. On a les bureaux qui sont à côté, on échange énormément. Donc oui, on travaille ensemble. On travaille, oui, ensemble. Vous Pas connaissez depuis nécessairement longtemps toujours sur les plans techniques, mais on se croise aussi sur beaucoup Ouais. d'autres sujets. Vous vous connaissez depuis longtemps, du coup? Je suis arrivé un peu avant, donc on va dire que depuis qu'elle est à l'IFP. Soit une petite quinzaine d'années. Alors, on va refaire le point. Pour faire simple, Caroline, votre job consiste à optimiser la voie, le procédé de fabrication du bioéthanol 2G. Ça, vous l'avez fait grandeur nature avec un démonstrateur. C'était dans le cadre du projet Futurol. Vous pouvez nous dire en quoi ça consistait, en quelques mots? Et donc, le projet Futurol, en fait, c'était un projet de recherche et développement partenarial, dont IFP Énergie Nouvelle était l'un des partenaires de recherche principaux, avec nos partenaires ARD, INRA et le SAFRE. Et donc, le but, c'était donc un projet qui a démarré en 2008, qui s'est terminé en 2018, qui a duré une dizaine d'années. Le but, en fait, c'était de faire passer le procédé donc de production de bioéthanol 2G par voie biochimique, donc avec des enzymes, des levures, comme on va expliquer plus tard, de l'échelle laboratoire à un stade pré-industriel. Pour fabriquer du bioéthanol, on part finalement de ça et on voudrait arriver à ça. Exactement. Donc, par quoi on commence? Alors, on va peut-être regarder sur une petite maquette pour vous. Complètement. Pour C'est vous ce que vous avez expliquer plus en devant détail. vous. Donc, c'est la maquette de quoi là, ce qu'on a? Donc là, c'est la maquette de la voie biochimique. Ok. Voilà, donc les étapes principales qui composent le procédé Futurol. Donc on va commencer ici avec la petite zone orange. En fait, quand vous avez de la biomasse, donc vous en avez un échantillon, vous en avez d'autres possibles. Vraiment, quand ça arrive ici, il faut d'abord un petit peu la découper. Il faut la broyer, parce que ce que vous avez là, ce n'est pas nécessairement sous cette forme que sont récoltés les résidus. Ça peut être des branches. On peut avoir des branches, des choses un peu plus grandes, donc il faut quand même réduire la taille à quelque chose de transportable en entrée d'usine. En fait, on cherche simplement d'être capable de transporter ça sans que ça se bloque de partout. Si vous avez des grands brins de paille, vous allez tout boucher. Le but, c'est simplement de pouvoir le transporter pour entrer dans ce qui constitue la vraie première étape du procédé Futurol, c'est l'unité de pré-traitement. Donc dans cette étape, c'est là où on est le plus chaud dans tout le procédé Futurol. On va être dans une température entre 150 et 200 degrés. Et en quoi ça consiste alors Et donc là, en fait, on va déconstruire en partie la biomasse en la soumettant donc à une explosion à la vapeur. Donc on injecte de la vapeur pour chauffer la biomasse. La gamme de température va dépendre un peu de la gamme de biomasse. Et après, en fait, on fait une détente rapide qui permet un flash. Et donc, ce flash, en fait, l'eau. Donc, un flash, quand vous détendez rapidement, quand vous êtes sous pression, l'eau, elle est liquide. Ok. Quand, d'un coup, la pression diminue, revient à la pression de l'atmosphère, l'eau se vaporise. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'eau contenue dans la biomasse va se vaporiser et en faisant cela, elle va complètement déstructurer la lignocellulose. Elle explose la explose. structure Alors, du... ce n'est pas du tout une explosion, une bombe et tout ça, mais c'est vrai que nous, on parle d'explosion à la vapeur. En réalité, c'est une détente rapide. Et donc, à la sortie du pré-traitement, qu'est-ce qu'on obtient alors? Donc, en fait, là, on va avoir un mélange de solide et de vapeur. Et donc, on va séparer et on va récupérer donc, la fraction solide qui est un marc pré-traité. Ça ressemble au marc de café, en fait. Ça ressemble exactement au marc de café. Et quelle que soit la biomasse que vous avez en entrée, vous allez obtenir le même marc de café à la sortie du pré-traitement. Donc le but, si je comprends bien, c'est d'homogénéiser. C'est d'homogénéiser la matière, de la déstructurer et d'avoir une granulométrie beaucoup plus fine qui permettra un très bon contact de cette matière avec les biocatalyseurs. Est-ce qu'on peut traiter en même temps de la paille, des morceaux de bois, des résidus de maïs? Alors, on va, d'un point de vue chimique, oui. Après, d'un point de vue mécanique, on peut avoir des contraintes. Vous pouvez avoir des biomasses de densité différentes qui vont glisser un peu. La partie la plus difficile pour être en coprocessing, ça va être toutes les zones en fait, de transport. D'accord, c'est juste pour acheminer la matière pour que tout En fait, voilà, c'est pour acheminer la matière. Chimiquement, c'est pareil. Mais tant qu'on n'a pas passé le pré-traitement, on est quand même sur des granulométries, sur des densités, sur des humidités qui peuvent être un peu différentes. Et donc, ça peut créer des problèmes. Je reviens, vous, sur la matière première. Qu'est-ce que vous avez utilisé dans le projet Futurol? Alors, dans le projet Futurol, on s'est focalisé sur 3 matières premières.
qui sont des matières premières qui visent en fait à illustrer des grandes familles. Donc on s'est focalisé sur la paille de blé, sur le peuplier pour la famille des bois hardwood et sur le miscanthus qui représente en fait des plantes qu'on va attendre qui sont des cultures dédiées à l'énergie. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'image. Je ne l'ai jamais vu comme ça, moi. Quand il arrive, il est plutôt comme ça. Donc... Mais donc, il pourrait y avoir encore, même pour la deuxième génération, des cultures dédiées à la deuxième génération, le En fait, vous pouvez avoir des cultures énergétiques, c'est-à-dire des cultures qui sont dédiées effectivement à la production d'énergie, qui vont être faites sur des zones agricoles qui sont en jachère ou des zones agricoles difficilement accessibles. Okay. Est-ce qu'il y a des biomasses avec un meilleur rendement que d'autres ? Alors, au niveau du procédé dans la voie biochimique, en fait, on va chercher à valoriser vraiment la partie cellulose et hémicellulose. C'est les parties qui ont des sucres. Et donc, on a effectivement des biomasses qui vont en contenir un petit peu plus. Donc, nous, on parle de potentiel éthanol. S'il y a plus de sucre dans la biomasse, eh ben, elle a plus de potentiel éthanol si on arrive à tout convertir. Donc, il y a déjà cette différence-là entre les biomasses. Et il y a aussi le fait que certaines biomasses sont plus difficiles à traiter dans notre procédé que d'autres. Et notamment, les bois vont être un petit peu plus difficiles à traiter que les résidus agricoles de type paille de blé, paille de riz. Ce qui s'entend bien, parce qu'un bois, c'est quelque chose qui a une durée de vie beaucoup plus longue, qui est beaucoup plus dur. Il y a plus de lignine. Il y a plus de lignine, il est mieux protégé, il est là pour durer, alors qu'à l'inverse, les cultures agricoles, la paille de blé, c'est des cultures qui se renouvellent tous les ans. Je reviens du coup à la sortie de l'étape de pré-traitement. Donc on a ce fameux marc homogénéisé. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite ? Alors, ce qu'on en fait, on en dévie une toute petite partie pour aller produire sur site nos biocatalyseurs. Donc, qu'est-ce que c'est nos biocatalyseurs ? En fait, ce sont des catalyseurs biologiques, d'origine biologique. Donc, on a des enzymes et des levures. Donc la levure, elle va prendre le sucre, elle va le convertir en éthanol. Comme fait une levure de boulanger. Exactement, comme fait une levure de boulanger. C'est sa cousine. La particularité sur ce procédé, c'est que dans les hémicelluloses, on a des sucres en C5, que naturellement, elle ne fermente pas. Donc on a été obligé d'adapter notre levure pour qu'elle puisse fermenter ses sucres en C5. Sinon, c'est la même. Des sucres en C5, c'est 5 atomes de carbone. Oui. Voilà. Et donc concrètement, ce qu'elle fait, la levure, c'est qu'elle grignote le sucre, elle le mange et elle en fait ressortir de l'éthanol et du CO2. Et plutôt comme levure de bière, ce serait peut-être plus... C'est exactement la même. C'est une Saccharomyces, voilà. Donc c'est le même procédé. Donc une part alimente les biocatalyseurs, donc c'est levure, l'autre partie, vous disiez ? Et donc la partie majoritaire du marc acide va être mise en contact avec les biocatalyseurs qu'on aura produits ici, donc les enzymes et les levures, dans des réactions d'hydrolyse et de fermentation. Et donc en fait, les enzymes ont pour rôle vraiment de partir des longues chaînes de sucre et de les découper. C'est des petits ciseaux. Okay. C'est des petits ciseaux qui découpent. Et les levures, eh ben, elles prennent le sucre découpé, elles l'ingèrent et elles en rejettent de l'éthanol et du CO2. La phase d'optimisation, ça se joue quand même ici en grande partie, non ? Alors, ça se joue vraiment, ce qui est clé, c'est les 3 boîtes, le pré-traitement, les enzymes qui sont en fait aujourd'hui vraiment spécifiques à la biomasse lignocellulosique et qui sont encore aujourd'hui l'étape la plus limitante dans la vitesse de conversion. Et donc, c'est vraiment la qualité du pré-traitement, la qualité du cocktail enzymatique et le contact ensemble qui permettent d'avoir des bons rendements. Comment on peut optimiser l'hydrolyse ? Comment concrètement ? Est-ce qu'on peut jouer sur l'action des enzymes ? On peut jouer sur les champignons qui dégradent ? Voilà, donc les enzymes, vous l'avez mentionné, elles sont en fait produites par un champignon. Donc dans la section biocatalyseur, on fait d'abord pousser un champignon et ensuite on le met dans des conditions où il produit des enzymes et on utilise ces enzymes. Et donc en fait, pour optimiser, on peut travailler en fait sur 2 étapes. Soit l'action des enzymes sur le solide. Donc là, c'est avoir donc un cocktail. On utilise un cocktail enzymatique. Donc aujourd'hui, on a 4 grandes familles d'enzymes. On peut chercher à les rééquilibrer. On a aussi 10 à 20% du cocktail qu'on ne connaît pas bien, des activités auxiliaires. Donc là, on fait de la recherche pour aller mieux connaître ces types d'enzymes. Est-ce qu'elles nous aident ? Est-ce qu'il faut au contraire les réduire ? Donc on est vraiment sur la partie comment les enzymes agissent sur le marc pré-traité. Là, c'est vraiment quelque chose à optimiser. Et la deuxième partie qu'on peut optimiser, il n'y a quand même pas de secret. Plus on met d'enzymes, plus ça marche bien. Donc, pour mettre plus d'enzymes, il faut que les enzymes, elles soient le moins chères possible. Donc, on peut travailler aussi sur vraiment la partie production d'enzymes pour avoir des champignons qui produisent plus vite
voilà, pour réduire les coûts et se permettre de mettre plus d'enzymes ensuite. J'imagine qu'il y a quand même un optimum, un seuil au-delà duquel on ne peut pas aller. Enfin voilà, ça produit tant. Alors, un optimum économique, ça dépend toujours de vos conditions d'entrée. Ouais. Donc voilà, effectivement, une partie de mon travail, ça a été d'aider mes collègues à déterminer la zone, parce qu'on n'est jamais sur un point fixe, hein. C'est la zone de travail entre la quantité d'enzymes qu'on met par rapport à quel prix on est capable de les produire et le rendement qu'on obtient à la fin. Alors c'est pas fini, hein, parce que donc une fois qu'on a passé ces étapes-là, qu'est-ce qu'on obtient? C'est ça? Alors, pas tout de suite. Quand vous sortez de l'hydrolyse et de la fermentation, donc vous avez toute la partie lignine de la biomasse qui est rentrée, qui a passé dans le pré-traitement et qui, comme je l'ai dit, n'est pas attaquée par les enzymes. Et donc, n'est pas consommée ni par les enzymes ni par les levures, donc elle reste solide. Et à l'inverse, tous les sucres, une grande majorité, ont été convertis en éthanol. Donc ce qu'on obtient à la fin, ce qu'il faut dire, c'est que tout ce procédé, il se passe en milieu aqueux. C'est-à-dire que là, il vous manque une petite entrée d'eau. Ce marc solide, on doit le remettre quand même dans un milieu liquide pour que les biocatalyseurs agissent. C'est ça, en fait, on leur crée aussi un environnement On leur crée propice un environnement pour propice, c'est pour ça qu'on limite la température. On essaye de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils soient très détendus et qu'ils travaillent le mieux possible. Okay. Mais donc à la sortie, ici, donc on a la petite boîte bleue, si vous arrivez à la voir à l'écran, qui nous permet en fait de sortir un résidu solide et le vin filtré qui est liquide. Ok. Donc, le vin filtré qui est liquide, en fait, c'est le vin qui a été débarrassé de ses solides. C'est celui qui contient notre produit d'intérêt, l'éthanol. Et comme son nom l'indique, vin d'éthanol. Vin, éthanol, voilà, filtré, parce qu'il est passé à travers un filtre, il n'a plus de solide. Et donc, lui, il va aller dans une section de distillation et de déshydratation pour finir à être de l'éthanol aux spécifications carburant. Qui est transparent. Voilà, qui est transparent. Et donc, c'est ça que vous allez ensuite mélanger à différentes proportions dans l'essence pour pouvoir le distribuer au grand public. Et donc le solide, le résidu ligneux, donc, nous on appelle lignine, mais chimiquement ce n'est pas que de la lignine, qui est sorti ici, en fait lui il va avoir une valorisation aujourd'hui en tant que combustible. Donc, on va le faire brûler pour fournir en fait la vapeur nécessaire au procédé. C'est comme faire brûler du bois en fait, mais il reste que la lignine quoi. Il reste que la lignine, voilà. Donc ça permet en tout cas au procédé d'être autosuffisant en énergie, c'est-à-dire que la vapeur qu'on ajoute au pré-traitement, elle est produite à partir de la lignine. Mais aujourd'hui on est un tout petit peu excédentaire et donc on a des projets de recherche pour avoir d'autres valorisations de cette fraction-là. Alors malgré tout, le projet Futurol a bien fait son boulot. Où on en est maintenant là? Alors le projet Futurol a vraiment bien fait son boulot. On est parti de la petite fiole laboratoire. On est passé donc par une étape de pilote. Donc, vous avez des cuves qui font vraiment la taille d'un jacuzzi, 3-4 mètres cubes. Et on est allé jusqu'à l'échelle du démonstrateur pré-industriel. Donc un démonstrateur, c'est vraiment quelque chose qui est... c'est à l'échelle 1 quoi. C'est à l'échelle 1/5. Un cinquième. Mais on a fait la démonstration vraiment de cette étape-là, qui est l'étape de pré-traitement, qui était vraiment l'étape critique en termes de changement d'échelle. On voulait s'assurer que la façon qu'on avait de piloter ce pré-traitement, on pourrait le faire sur des débits de biomasse beaucoup plus importants. Donc le démonstrateur, il a été opéré à l'échelle de 100 tonnes jour. C'est quand même énorme. Ouais, c'est très très conséquent. Et on récupérait donc ce marc solide qu'on allait tester sur le pilote à plus petite échelle pour vérifier les performances. Donc ça, c'est ce qui a été fait dans le cadre du projet Futurol. Et donc la suite à donner, c'est quoi alors? La suite à donner, c'est de construire la première usine industrielle. Donc aujourd'hui... qui pourra sortir vraiment du bioéthanol Sur le papier, tout fonctionne. Et maintenant, un peu comme la voie thermochimique, maintenant, il faut faire la première usine qui permettra de produire des carburants commerciaux. Et alors là se pose une question, c'est celle du coût. Et on sait que c'est un sujet épineux. On a donc demandé aux principaux intéressés, c'est-à-dire les consommateurs, s'ils seraient prêts à payer plus cher leur plein d'essence pour rouler au biocarburant. Écoutez leur réponse. Est-ce que je serais prête à payer cher pour des carburants plus propres? C'est une vaste question parce qu'en théorie, j'ai clairement envie de dire oui. Et après, voilà, moi je suis comme tout le monde, je fais un peu attention et ça dépend combien plus cher. Pour cette cause, moi, oui. Vu qu'ils sont pas plus efficaces pour contre le réchauffement climatique, non, pas forcément. Oui, je serais prête. Je pense, comme dans l'alimentation, où on met plus cher pour avoir des produits plus qualitatifs. En fait, c'est intéressant. C'est-à-dire que la volonté du citoyen, moi,
je peux me permettre de dire que je vais pouvoir payer un peu plus cher et ça ne me gêne pas, mais ce n'est pas forcément l'ensemble des personnes qui peuvent répondre de cette façon. Et pour moi, il y a une volonté politique qui doit être établie et qui doit, à ce moment, contraindre certaines choses dans une volonté, dans la démocratie, hein, on est bien d'accord, hein, ce n'est pas de la dictature, mais d'avoir une volonté politique d'aller vers des solutions et donc d'inciter à utiliser certains biocarburants, par exemple, en surtaxant un carburant qu'on voudrait éliminer. Caroline, Jean-Philippe, une réaction à chaud là sur ce que vous venez d'entendre? C'est un débat qu'on entend régulièrement sur le coût. Après, nous, on travaille dans la recherche, innovation, comme on l'a dit tout à l'heure, pour réduire, finalement, améliorer les procédés en termes de rendement de matière et d'utilisation d'énergie pour justement réduire ce coût de production. C'est un de nos drivers principaux quand on fait notre développement, c'est ce coût de production pour qu'il soit le plus faible possible et finalement pour qu'on puisse se mettre à la pompe. Aujourd'hui, là, les biocarburants, c'est quoi? C'est 20 à 50% plus cher que des carburants traditionnels? Alors, est-ce qu'on peut vraiment comparer un carburant d'origine fossile avec un biocarburant en termes de prix? Il y a le bénéfice CO2 qui est présent, donc c'est pas. Et si on se concentre vraiment sur l'aspect financier, là, économique? Ouais, on va pas parler d'un fois deux sur le prix. Ouais. Ok. Donc en fonction des filières. Comment on explique le x2 quand même? Parce que de la biomasse à la base, ça reste 50% d'oxygène. Comme je pense que tu l'as mentionné au début, le pétrole, c'est quoi? C'est de la biomasse qui s'est retrouvée ensevelie et qui a été soumise à des températures et de la pression qui l'a transformée en pétrole. Tout ce travail-là que la Terre nous a fourni, nous, on part de biomasse. Donc, il faut qu'on le fournisse. Donc, il y a plus de travail à faire pour partir directement de la biomasse pour arriver à des carburants liquides que quand on part du pétrole. Est-ce que ce x2, c'est avant ou après taxation des carburants? Alors, nous, on raisonne uniquement en coût de production avant les effets de fiscalité. D'accord, donc c'est pas le prix à la pompe qu'auront les consommateurs. C'est pas le prix à la pompe, c'est le prix auquel l'usine va pouvoir le vendre. Donc la marge de manœuvre, elle est peut-être là, c'est ce que disait quelqu'un dans le micro-trottoir, il faut avoir une aide financière qui vienne de décisions politiques. La marge de manœuvre, elle est là, elle est activée aujourd'hui à l'échelle française. Si vous allez à la pompe ou vous regardez du E85, c'est moins cher que de l'essence. Pas parce qu'il a été beaucoup moins cher à produire. Alors, c'est du 1G, donc l'écart de prix est minime avec le fossile, je pense qu'ils sont au même niveau. Mais dans tous les cas, l'écart de prix s'explique par une différence de taxation entre les deux, dans le but de favoriser l'éthanol qui a le bilan carbone moindre. Est-ce que c'est intéressant aussi pour le biokérosène, sachant que c'est un carburant qui est beaucoup moins taxé que les carburants de véhicules terrestres aujourd'hui? Le kérosène n'est pas taxé même. Donc, même pas du tout, oui. Du coup, c'est plutôt ça. Après, il faut voir aussi quand même le déploiement de ces filières-là. On l'a un peu abordé tout à l'heure. On va en mettre quelques pourcents en début. Donc, c'est quelque chose qui va arriver au fur et à mesure. Ce n'est pas le plein d'essence qui va passer du jour au lendemain de 50 ou 90 euros à 100 à 180 euros. Voilà, il faut voir aussi l'effet dans le temps. Avec aussi l'augmentation l'apport des autres énergies. Donc, comment ça va se comporter dans un horizon de temps de 10-15 ans aussi. Donc, on aura un mix de carburants et de solutions de transport qui sera peut-être plus diversifié. Plus diversifié, des leviers fiscaux potentiellement qui vont arriver, des autres énergies qui vont coûter plus cher, parce qu'aujourd'hui on prend la référence fossile, mais est-ce que le carburant fossile aura le même prix demain? On parle aussi quand même beaucoup de la partie CO2, notamment taxe CO2. Donc voilà, c'est des choses aussi qui vont permettre aussi d'être des leviers pour aller décarboner avec ce type de carburant-là et qui remettre un peu des prix plus élevés. Alors on va laisser les biocarburants de côté un petit instant, on va s'intéresser à votre parcours à tous les deux, c'est la séquence en coulisses. Alors Jean-Philippe, Caroline, avant d'entrer un peu plus dans le détail, vous avez un petit défi à relever. Je vais vous laisser à chacun 30 secondes pour nous décrire les grandes étapes de vos parcours. Jean-Philippe, c'est vous qui commencez. Dès qu'on a votre feu vert, on lance le chrono. Est-ce que vous êtes prêts? 30 secondes, allez, on va essayer de jouer. C'est bon? On va top chrono alors. Eh ben moi, c'est déjà né dans un pays et avoir vécu dans un pays où il y a une raffinerie, donc il y a déjà de l'énergie dans mon enfance. École de chimie dans le nord de la France et découverte de la région lyonnaise où je suis revenu finalement de mes origines familiales pour finalement travailler à l'IFP Énergie Nouvelle.
C'était extrêmement. Vous avez été le plus rapide, je pense, des invités qu'on ait eu. Mais Peut-être très pas bien. tous les Vous voulez qu'on détails recommence des écoles et des... Non, ben non, on va découvrir un peu plus après. Et Caroline, on peut enchaîner tout de suite avec vous. Est-ce que vous êtes prête? Parce que là, il me met énormément de pression. Difficile de faire mieux. Vous avez 30 secondes. Mais c'était peut-être Mettez-vous passé, dans les bonnes conditions. Vous êtes prête, Caroline? Je suis prête. On lance le chrono alors. Allez, c'est parti. Caroline Desmar. Donc moi, j'ai eu mon bac en 2000. J'ai fait donc les classes préparatoires. J'ai passé mes concours en 2002. J'ai fait l'école des mines de Nancy. J'ai choisi de faire un double diplôme pour m'orienter, faire un master européen en énergie renouvelable avec une spécialité biomasse. J'ai travaillé 2 ans en Angleterre dans le domaine de la biomasse. Et après, j'ai rejoint IFP Énergie Nouvelle en 2008. Et j'ai, pendant 10-15 ans, travaillé sur le procédé Futurol. Et d'autres Parfait. activités que je n'aurai pas le temps de détailler. Super. Belle performance. Maintenant qu'on a un peu les grandes lignes, on veut évidemment un petit peu plus de détails. Caroline, par exemple, votre début de carrière a été plutôt atypique. Alors racontez-nous comment vous avez trouvé votre premier job. Oui, alors moi j'ai fait donc un double diplôme. Donc je suis partie faire un master européen qui était dans les énergies renouvelables avec une spécialité biomasse, comme je l'ai dit peut-être un peu rapidement. Parce que je voulais travailler dans les énergies renouvelables, mais aussi parce que le master européen allait me permettre de voyager dans différents pays. Donc ça, c'était une partie très intéressante. Mais par contre, j'ai fait ça en double diplôme, et donc je me suis retrouvée à avoir un petit décalage de fin d'études par rapport à mes collègues des mines, qui eux diplômaient en septembre, et moi j'allais finir en décembre. Et donc ils commençaient tous à envoyer des CV. Et donc un samedi après-midi de pluie, j'ai dit moi aussi, je sors sur le marché dans 3 mois, je commence. Et donc, j'ai postulé à un poste qui m'intéressait beaucoup, mais où la description demandait un chef de projet à l'international avec 5 ans d'expérience, et c'était en Angleterre. Et donc, j'étais une jeune Française, pas encore diplômée, avec un anglais correct, mais voilà. Et donc, je n'ai pas été contactée tout de suite, mais ça n'a pas servi à rien, puisqu'en fait, 2 mois et demi plus tard, j'ai été contactée par mon futur chef, qui m'a dit littéralement, j'ai trouvé votre CV sur mon ordinateur, je ne sais pas trop comment il a atterri là, mais en fait, ça m'intéresse, on pourrait avoir un poste pour vous. Et de là, se sont suivis des entretiens, et 2 mois plus tard, j'ai commencé en Angleterre. Donc finalement, le message, c'est qu'il faut pas avoir peur. Parfois, il faut oser. Y aller au culot. Il faut y aller au culot. Alors, n'inondez pas, s'il vous plaît, les recruteurs, quand vous n'avez vraiment pas non plus le CV. En fait, ce que j'avais identifié dans cette offre, c'est qu'ils recherchaient ce qu'on appelle le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire qu'on était en 2005, des gens qui avaient 5 ans d'expérience dans le domaine de la biomasse. Il n'y en avait pas beaucoup. À l'international, non, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Alors, vous l'avez dit, vous avez passé 2 ans en Angleterre et ensuite vous avez choisi de revenir en France. Qu'est-ce qui vous a manqué quand vous étiez en Angleterre? Alors, j'ai fait 2 ans en Angleterre. Donc avant ça, j'avais fait 1 an de master, enfin 15 mois de master européen et un stage au Canada. Donc ça faisait 4 ans que j'étais partie de la France. Quand vous commencez à avoir la larme à l'œil, à l'odeur de la baguette de pain, et des choses comme ça, vous vous dites, il est peut-être temps de rentrer. Voilà. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est en partie la cantine d'IFP Énergie Nouvelle qui vous a motivé à postuler. Oui, moi je suis rentrée en France avec 2 objectifs pour mon nouveau poste. C'était de rester dans le domaine des énergies renouvelables et de la biomasse et d'éviter la région parisienne. Ça peut paraître simple, mais ça l'est pas beaucoup. Et donc, j'ai passé un entretien à ce qui s'appelait anciennement l'Institut français du pétrole. Donc, quand vous voulez travailler dans la biomasse, c'était fin 2007, le lien n'était pas forcément clair et net. Et donc, j'ai quand même postulé, parce que c'était pour un poste sur justement les procédés biocarburants. Et effectivement, ce qui m'a complètement convaincue, parce que j'ai fait plusieurs entretiens, et le dernier entretien avait lieu à midi. Et la personne qui me recevait m'a dit « Je suis vraiment désolée, on vient de me mettre une réunion urgente à 13h, pouvons-nous faire cet entretien en déjeunant ?» J'ai dit « Pas de problème ». Je suis allée à la cantine de l'IFP, ils nous ont servi une tartiflette. Je n'ai pas beaucoup mangé parce que je devais quand même me vendre. Et c'est vrai qu'après, moi, j'avais fait un premier stage en recherche. J'avais pas beaucoup apprécié. Je m'étais dit « La recherche, ça doit quand même pas être fait pour moi ». Et là, entre le fait que c'était à Lyon, et la cantine, après 2 ans à manger des sandwichs froids devant un ordinateur en tant que pause déjeuner, je me suis dit, bon,
La recherche, Au finalement, pire, c'est peut-être un peu sexy. Ça. je serais pas mal lotie et au moins je serais sur place pour éventuellement trouver un nouveau poste. Et puis finalement, je me suis énormément plu. Et je pense que l'une des raisons aussi par rapport à mon stage, où je n'avais pas trop apprécié, c'est qu'à IFP Énergie Nouvelle, on fait vraiment de la recherche et du développement. On aboutit à des procédés industriels. Et c'est ça qui, moi, m'a plus... La concrétisation. Voilà, la concrétisation, le changement d'échelle, ça m'a beaucoup plus motivée que la recherche plus fondamentale à laquelle j'avais été confrontée dans mon stage. Alors, Mais ça, c'est Jean-Philippe, très personnel. Pardon. Voilà. Jean-Philippe, vous aussi, vous avez visité d'autres contrées pendant votre parcours. Vous avez passé 3 ans en Italie. C'était à quelle occasion ? Eh ben, à l'occasion du développement d'une technologie, justement, quand on a fait le développement de la dernière brique qu'on a citée tout à l'heure pour faire la conversion du gaz de synthèse en carburant, donc on avait développé une unité de démonstration, pas à Pomacle, mais avec notre partenaire au sud de Milan. Et donc, en tant que partenaire, je suis allé sur l'unité pour faire l'opération avec les collègues italiens. Donc, une riche expérience d'un point de vue technique, humaine, parce qu'on se confronte aussi avec des collègues qui ont une culture différente. Côté nourriture, on n'est quand même pas trop défini avec l'Italie, donc c'était plutôt chouette. C'était pendant longtemps, ça a duré longtemps 2008 à 2010, donc j'y allais par grosse période, le temps de l'opération d'unité, de démontrer finalement nos progrès techniques que l'on avait fait à l'échelle du laboratoire. Toujours pareil, qu'on était capable de les reproduire à une échelle pilote plus intéressante. Donc des expériences humaines intéressantes. Voilà, une vie de terrain qu'on a très peu l'habitude de voir aussi, nous à l'IFP, parce qu'on est plutôt dans nos laboratoires. Donc une expérience un peu semi-industrielle, très enrichissante. Est-ce que vous avez développé des compétences en italien, par exemple ? Ah bah je me suis mis à parler italien, effectivement, mais sur le tas. Donc ça a commencé par donner des chiffres aux opérateurs quand on faisait les relevés des pressions. Ce que je veux dire à travers ça, c'est que les langues, c'est important aussi quand on fait de la recherche. C'est quoi ? C'est tout se fait en anglais ou du coup Beaucoup. Alors c'est vrai que dès qu'on a un projet partenarial, on est en anglais. Beautiful, on a fait avec des Allemands, par exemple. Toutes les réunions sont en anglais, effectivement. C'est vrai que c'est important dans la partie du cursus aussi scolaire d'avoir une maîtrise des langues pour justement être confronté finalement à la diversité. Et on s'aperçoit que les projets aujourd'hui sont quand même à l'échelle européenne avec des acteurs très différents. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important à maîtriser. Ouais. Okay. Depuis le début de vos carrières à tous les deux, la société a pas mal évolué sur le rapport à l'énergie. Et puis IFP Énergie Nouvelle a aussi beaucoup changé dans ses thématiques de recherche. Vous, comment vous avez vécu cette transition et est-ce que vous percevez votre métier différemment dans les enjeux sociétaux ? Caroline l'a dit tout à l'heure, pour le voir, hein, IFP, c'était Institut français du pétrole, c'est pas IFP Énergie Nouvelle. Donc on voit cette transition qu'on a apportée aussi par rapport à nos activités. Aujourd'hui, on fait plus de 75% de nos activités sur une nouvelle technologie de l'énergie AFP Énergie Nouvelle. Donc c'est très important et on voit ce changement-là. Après, l'énergie, pour moi, ça reste toujours un domaine qui est assez particulier parce qu'on a la confrontation de quelque chose qui est à l'échelle mondiale. Ce qu'on a connu sur le fossile avec les ressources, avec les tensions, tout cet enjeu-là, on l'a encore sur la partie nouvelle énergie. Et donc, c'est pas que technique, mais c'est aussi un enjeu sociétal, économique, mondial, qui dépasse finalement notre simple cadre du travail et sur lequel on est tous... sensibilisés ? Ouais, parce que si on parle d'énergie, on parle de carburant, on va parler de portefeuille, on va parler de disponibilité, on va parler de ressources. Et ça, c'est toujours... Enfin, pour moi, c'est une part importante de la richesse du travail dans ce domaine-là. Caroline, vous êtes d'accord ? Oui, alors sur cette deuxième partie, je suis d'accord. Après, sur le changement de l'IFP, moi, j'ai commencé déjà, je travaillais dans ces nouvelles technologies de l'énergie dès le départ. Donc, j'ai moins vécu de changement d'activité comme toi, je pense que tu as pu en vivre. Merci de faire rappeler mon mais âge. par contre, c'est vrai que c'est plus au niveau des nouvelles personnes qui rejoignent IFP Énergie Nouvelle. À l'époque, ils avaient tous moi, je me sentais un petit peu extraterrestre avec ma formation qui ne passait pas par une connaissance approfondie du raffinage. C'est un peu ce qui m'a manqué sur les 3-4 premières années, des discussions où je disais il y a des terminologies du pétrole que je ne comprenais pas. Alors que maintenant, il y a beaucoup plus de profils diversifiés en lien avec l'ouverture qu'on a depuis 15 ans. Et donc, on a finalement des gens qui ont des parcours un peu plus différents et on se réfère moins au domaine du pétrole comme la référence absolue, alors que c'était un peu plus le cas quand je suis arrivée. Mais c'était important pour nous, de cette transition, ça nous a permis, parce qu'on avait développé cette connaissance aussi sur les énergies fossiles, qu'on a pu
faire la transition vers les énergies nouvelles assez rapidement, justement pour proposer des solutions. On voit que le monde s'accélère, ça c'est un des points au-delà de l'énergie, le monde s'accélère, on veut toujours aller plus vite et proposer une solution. Le temps de recherche était 10 ans pour Futurol. Si on ne l'avait pas fait avec certaines connaissances d'avant, on ne serait pas au rendez-vous aujourd'hui et on ne parlerait pas ensemble. Alors parmi les jeunes qui nous regardent et qui s'intéressent aux métiers scientifiques, je pense que beaucoup ont des doutes sur ce qu'ils veulent faire plus tard et paniquent un peu. Est-ce que, Caroline, vous avez un message à faire passer ? Alors, le premier message, c'est ne paniquez pas. Faire des choix par défaut, ça marche aussi. Hein. Moi, si vous me demandez pourquoi je suis allée aux mines de Nancy, c'est parce qu'à l'époque, je fréquentais quelqu'un qui avait intégré l'ENSIC. C'est pour ça que j'ai choisi les mines de Nancy. 2 mois plus tard, c'est une relation qui était terminée. Je n'ai jamais regretté mon choix. Donc, vous avez peut-être des mauvaises raisons, ou ce qui vous paraît des mauvaises raisons de faire des choix, mais il n'y a pas de problème. Ça vous amènera au fur et à mesure du parcours. Quand on est au lycée, c'est un peu jeune pour savoir qu'est-ce qu'on va vouloir faire plus tard. Il faut se confronter aux études. Il faut se confronter aussi aux premières expériences professionnelles. Il faut choisir un domaine plutôt, des envies, Il faut choisir un domaine, il faut choisir des envies, mais vous pouvez au début faire des choix par défaut. Il y a absolument... savoir ce que vous ne voulez pas faire est presque aussi important que savoir ce que vous voulez faire. Parce que l'idée que vous avez d'un métier quand vous êtes au lycée, même si vous êtes amené à faire des stages, peut être très différente de la réalité de ce métier. Et parfois, certaines voies, certaines filières peuvent faire peur quand on est au niveau du bac et qu'on n'a pas forcément une bonne représentation de certains parcours. Faut pas trop se fier à ces idées reçues ? Alors, moi, j'ai entendu dire dans la presse que certaines personnes commençaient à ne pas vouloir aller en classe préparatoire scientifique parce que c'est une formation assez intense qui peut faire peur. Moi, je voulais simplement passer le message qu'on est des milliers à avoir survécu. C'est difficile. J'ai mon cousin qui y est en ce moment, qui attend ses résultats pour demain. Il vous dira c'est toujours aussi difficile qu'il y a 20 ans. Mais voilà, c'est pas parce que c'est difficile que c'est infaisable, loin s'en faut. Donc, si vous avez les capacités et des bonnes notes en matière scientifique et un intérêt pour les domaines scientifiques, surtout, il ne faut pas hésiter à passer par ces voies qui vous ouvrent le maximum de portes. Il ne faut pas se décourager. Voilà, il ne faut pas s'auto-censurer dans les études et dans la vie professionnelle. Alors avant de se quitter, vous allez nous partager tous les deux une recommandation. C'est la reco des invités. Alors Jean-Philippe, votre recommandation, c'est un groupe de musique, c'est lequel ? Dionysos. Ok. Vous êtes fan ? Complètement. Ils viennent de faire leurs 30 ans. Je pense que je les ai suivis depuis 30 ans. Donc, un groupe plein d'énergie. On parle d'énergie, mais il y a aussi l'énergie humaine. Et je pense que c'est hyper important. On l'a parlé, la partie un peu de ne pas se décourager, mais l'énergie qu'on met. Et quand je pense à la dernière tournée pour les 30 ans, il s'est cassé la jambe au bout du premier concert. 2 jours après, il était sur scène avec son fauteuil roulant et il a mis le feu à toute la salle. Donc, un groupe à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, rempli d'énergie. C'est quelque chose que vous écoutez quand vous travaillez de temps en temps ou pas ? Alors pas vraiment, parce que c'est difficile de se concentrer peut-être. C'est difficile de se concentrer, et puis on fait beaucoup de réunions aussi, donc finalement on est en interaction, donc si on commence à mettre de la musique comme ça va être compliqué. Non, on n'a pas j'ai pas cette chance-là, j'ai envie de dire, mais j'apprécie en dehors, quand on y va, quand on sort du travail, et donc quand on est dans sa voiture, et ça met un peu de peps aussi dans des journées des fois un peu grisâtres. Okay. Caroline, votre recommandation, c'est le spin-off d'un personnage qui s'appelle Elana, de Pierre Bottero. Oui, tout à fait. Alors, c'est un livre, la quête principale, c'est la quête des vilanes, et donc vous avez un spin-off sur ce personnage. Moi, j'aime beaucoup son histoire, j'aime beaucoup son aventure, parce qu'elle est amenée à faire ses propres choix, et c'est un peu autour de ça que tourne ce personnage et sa personnalité. Et notamment, il y est fait référence... quand on pose une question, elle dit assez régulièrement qu'il y a la réponse du savant et la réponse du poète. Donc ça, je trouve que c'est quand même un concept très intéressant. Dans nos approches, c'est un petit peu, il y a la réponse scientifique et technique qu'on peut vous donner sur des rendements, sur des calculs. Il y a la réponse plus sociétale sur les problématiques d'approvisionnement en biomasse, de compétition avec d'autres secteurs. Et on peut concilier les deux ? On peut toujours concilier les deux. Des fois, les réponses se recoupent. Des fois, les réponses adressent 2 problématiques différentes. C'est comment vous voulez voir la question et à quoi vous voulez répondre. Très bien. Bon, on arrive sur la réserve. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'être venu nous apporter toutes ces explications. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve bientôt pour d'autres sujets scientifiques. Ciao les sorciers.